L'ennemi dans la tête, les mauvaises pensées. Tu veux connaître ton pire ennemi? Tu ne le vois pas. Tu ne l'entends pas. Il ne vient pas de l'extérieur. Il vit dans ta tête. Ce sont ces pensées qui te réveillent la nuit. Celles qui te disent que tu n'es pas assez bien. Celles qui t'inventent des problèmes qui n'existent pas. Celles qui transforment un simple message en catastrophe. Celles qui te sabotent, te fatiguent, t'emprisonnent. Et le pire, c'est qu'on finit par les croire. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment les stoïciens ont appris à dompter ces pensées destructrices. Et surtout comment toi, tu peux reprendre le contrôle de ton esprit, même dans le chaos moderne. Les réseaux sociaux, le stress, les comparaisons, la pression, la peur de l'avenir. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler l'exercice mental le plus puissant des stoïciens. Un exercice tellement simple que tu pourras l'utiliser ce soir même pour faire taire l'ennemi dans ta tête. Et crois-moi, ça peut littéralement changer ta vie. Chapitre 1. Comprendre l'ennemi intérieur. D'où viennent les mauvaises pensées? L'ennemi invisible. La plupart des gens pensent que leurs difficultés viennent du monde extérieur. La pression, les autres, le manque d'argent, les problèmes du quotidien. Mais la vérité stoïcienne est plus tranchante. Le véritable ennemi est souvent dans notre tête. C'est lui qui invente des dangers, exagère les problèmes, crée des scénarios catastrophes, déforme la réalité. C'est lui qui murmure. Tu vas échouer. Les autres te jugent. Ce n'est pas assez. Tu n'y arriveras jamais. Cet ennemi intérieur, les stoïciens l'appelaient la première impression, les jugements erronés, les passions perturbatrices. Et ils ont consacré toute une philosophie à apprendre à ne plus lui donner le pouvoir. 1. Les stoïciens savaient déjà que l'esprit ment. Épictète l'a résumé parfaitement. Ce qui te trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais l'idée que tu t'en fais. Cette phrase paraît simple, mais elle renverse tout ce que nous croyons savoir sur la souffrance. Les stoïciens avaient observé que les êtres humains amplifient les dangers, prennent leurs pensées pour des vérités, transforment l'imaginaire en réalité émotionnelle, vivent dans la tête plus que dans le monde. Autrement dit, le cerveau crée de la souffrance, même sans raison réelle. Aujourd'hui, les neurosciences confirment exactement ce que les stoïciens affirmaient il y a 2000 ans. 2. Les pensées négatives ne sont pas un défaut, mais une fonction de survie. Beaucoup pensent « j'ai des mauvaises pensées parce que je suis faible ». C'est faux. Il faut comprendre une chose essentielle. Ton cerveau n'a pas été construit pour te rendre heureux, mais pour te protéger. C'est pourquoi il repère le danger avant la paix, détecte les menaces avant les opportunités, fabrique des scénarios catastrophes au cas où. Imagine le pire pour te préparer à survivre. À l'époque préhistorique, ce mécanisme te sauvait la vie. Aujourd'hui, il te fatigue juste. Exemple, tu envoies un message à quelqu'un. Il ne répond pas. Ton cerveau lance immédiatement un film mental. Je l'ai vexé. Il m'ignore. J'ai dit quelque chose de stupide. Alors qu'en réalité, il est juste occupé. Le problème n'est pas la situation. Le problème est l'interprétation. 3. Le monde moderne amplifie l'ennemi dans la tête. Les stoïciens vivaient dans un monde simple. Nous vivons dans une tempête mentale permanente. Notifications, comparaison sociale, travail sans limite, informations toxiques, pression de performance, réseaux sociaux, surstimulation constante. Ce que notre cerveau interprétait autrefois comme une menace physique, il l'interprète aujourd'hui comme une menace sociale. Résultat, le moindre commentaire négatif égale une attaque.
Une photo parfaite sur Instagram. Égale je ne vaux rien. La réussite des autres. Égale je suis en retard. Une erreur au travail. Égale je suis nul. Nous vivons dans une ère où l'ennemi intérieur est continuellement nourri, stimulé et renforcé. 4. Le piège des premières impressions, croire sans vérifier. Les stoïciens répétaient « Suspends ton jugement ». Pourquoi ? Parce que la première pensée n'est jamais fiable. Elle est impulsive, émotionnelle, automatique, exagérée. Exemple modernisé. Tu vois deux collègues parler, tu penses qu'ils parlent de toi. Tu reçois un « on peut parler ». Tu imagines un drame. Tu fais un petit échec, tu crois que tout est fichu. Tu lis un commentaire, tu te mets en colère. La première impression n'est pas un verdict. C'est une hypothèse spontanée, souvent fausse. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Tout est opinion ». Autrement dit, ta souffrance dépend de l'histoire que tu te racontes. Change l'histoire. Tu changes tout. 5. Les 5 pensées toxiques qui sabotent ta tranquillité. Voici les pensées les plus destructrices selon le stoïcisme et la psychologie moderne. 1. Le catastrophisme. Et si tout se passait mal? Crée de l'anxiété inutile. 2. La généralisation. Je rate toujours tout. Fausse perception de soi. 3. La lecture de pensée. Je suis sûr qu'il pense que je suis nul. Pure invention mentale. 4. La dramatisation. Ce petit problème est un désastre. Amplifie la réalité. 5. L'autodénigrement. Je ne vaux rien. Détruit la confiance. Les stoïciens avaient déjà identifié ces mécanismes bien avant la psychologie moderne. 6. Marc Aurèle dans la tourmente. Marc Aurèle est considéré comme le roi philosophe. Mais beaucoup ignorent ceci. Son règne fut un cauchemar. Guerres incessantes. Trahison politique. Peste meurtrière. Problèmes familiaux. Pression gigantesque. Malgré cela, il a écrit « Mon esprit reste invaincu, car il appartient à moi seul. » Pourquoi ? Parce qu'il savait que il ne contrôle pas les événements, mais il contrôle sa réponse à ses pensées. Ce n'est pas la guerre qui lui donnait peur. C'était ses pensées sur la guerre. Il a donc appris à dompter l'ennemi intérieur. Nous pouvons faire de même. 7. Le jeune homme qui pensait toujours au pire. Un jeune homme, Ferrand, vivait dans une anxiété permanente. Le moindre message non répondu, la moindre erreur, le moindre silence. Il en faisait un drame intérieur. Un jour, un mentor lui dit « Tu fabriques des films catastrophes dans ta tête. Et tu oublies que ce ne sont que des films. » Il lui donne une phrase stoïcienne. Examine ta pensée. Épictète. À chaque mauvaise pensée, F. Écrit. Est-ce un fait? Est-ce une interprétation? Quelle est la preuve? Quelle est l'alternative? En 2 mois, son anxiété diminue de moitié. Non pas parce que sa vie est devenue facile, mais parce qu'il a neutralisé la voix intérieure destructrice. Le début de la libération. L'ennemi dans la tête est réel. Il est puissant. Il est ancien. Il est rusé. Mais il n'est pas invincible. Les stoïciens ont montré que la pensée n'est pas un ordre. L'impression n'est pas une vérité. La peur n'est pas un fait. L'esprit peut être maîtrisé. Le premier pas vers la liberté intérieure est simple. Voir l'ennemi tel qu'il est. Ne plus confondre pensée et réalité. Ne plus se laisser diriger par le bruit mental. Car une fois que tu comprends d'où viennent tes pensées, elles commencent déjà à perdre leur pouvoir. Chapitre 2.
Pourquoi nos pensées deviennent nos ennemis? Le fonctionnement du mental moderne. Les stoïciens comprenaient quelque chose que nous avons oublié. L'esprit humain n'a pas été créé pour être heureux. Il a été créé pour survivre. Et un esprit programmé pour survivre voit des dangers partout, même là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, le monde a changé. Mais notre cerveau, lui, fonctionne encore comme il y a 200 000 ans. C'est pour cela que nos pensées deviennent nos ennemis. Dans ce chapitre, nous allons voir pourquoi notre cerveau cherche le danger même quand tout va bien. Comment les réseaux sociaux amplifient la comparaison et le doute. Comment naissent les pensées intrusives et les scénarios imaginaires. Pourquoi croire nos pensées nous rend malheureux. Ce que les stoïciens faisaient pour dompter ce mental agité. Des exemples où comprendre cela a transformé des vies. 1. Notre cerveau est une machine à fabriquer de la peur. Le psychologue Rick Hanson a une phrase célèbre. Le cerveau humain est comme du velcro pour le négatif et du téflon pour le positif. Il retient le pire, oublie le meilleur. Il se souvient des menaces, pas des moments paisibles. Pourquoi? Parce qu'autrefois, rater un danger égale la mort. Mais rater une bonne nouvelle? Rien de grave. Les stoïciens l'avaient compris avant les neurosciences. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » L'opinion, le jugement, la manière dont nous interprétons les situations. C'est cette interprétation qui nous fait souffrir, pas la réalité. 2. Le monde moderne est devenu un amplificateur d'anxiété. À l'époque de Sénèque, les dangers étaient réels. Maladies, guerres, instabilité politique. Aujourd'hui, nos dangers sont numériques. Chaque jour nous consomme. Des notifications qui interrompent notre concentration. Des comparaisons sur Instagram. Des infos constamment négatives. Des vidéos qui stimulent notre peur. Des messages qui détruisent notre estime sans qu'on s'en rende compte. Résultat, notre cerveau déclenche la même réaction qu'en face d'un tigre. Pour un commentaire TikTok. Le stoïcien moderne Ryan Holiday le dit parfaitement. Le monde veut ton attention. Le stoïcisme te demande de la reprendre. 3. Les pensées intrusives, l'illusion du cerveau qui invente des menaces. Tout le monde connaît ça. Tu vas bien. Puis d'un coup, une pensée surgit. Et si je rate? Et si quelque chose arrive? Et si on me juge? Il ne m'aime pas. Je suis nul. Ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont des hypothèses. Des scénarios créés par un cerveau en mode survie. Sénèque l'expliquait déjà. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Le problème n'est pas la pensée. Elle est normale. Le problème est de la croire. 4. La tyrannie de la comparaison, le poison mental du XXIe siècle. Les stoïciens savaient que se comparer détruit la paix intérieure. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à juger les autres. Regarde en toi-même. » Mais aujourd'hui, la comparaison n'est plus occasionnelle. Elle est programmée, optimisée, automatique. Tu ouvres ton téléphone. Quelqu'un réussit mieux. Quelqu'un paraît plus heureux. Quelqu'un a plus d'argent. Quelqu'un voyage plus. Quelqu'un est plus que toi. Et ton cerveau fait ce qu'il sait faire. Il te met en danger. Tu te sens menacé par quelque chose qui n'existe même pas. La conséquence? Des pensées comme « Je ne suis pas assez »,« Je suis en retard »,« Je n'y arriverai jamais ». Des pensées toxiques, mais crédibles, parce qu'elles sont répétées. 5. Pourquoi croire nos pensées nous rend malheureux? Une pensée n'a pas de pouvoir. Croire une pensée a du pouvoir. Les stoïciens insistaient. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Mais nous faisons l'inverse.
Si nous pensons un scénario terrible, on l'accepte. Si une peur apparaît, on l'alimente. Si un jugement surgit, on le prend pour vrai. C'est comme donner les clés de ta maison à un voleur. Et s'étonner d'être volé. 6. L'exercice stoïcien qui change tout. Séparer le fait de l'interprétation. C'est simple, mais révolutionnaire. Devant chaque pensée, Marc Aurèle se demandait: est-ce un fait ou une opinion? Exemple. Fait. Personne n'a liké ma publication. Opinion. Je ne vaux rien. On ne m'aime pas. Je suis invisible. Ce sont deux mondes différents. Et pourtant, la majorité des gens vit dans l'opinion, pas dans le réel. Le stoïcisme t'apprend à revenir au réel, à couper la fiction, à reprendre le contrôle. 7. Comment Julien a vaincu son anxiété en changeant une seule habitude. Julien, 27 ans, développeur, souffrait de pensées intrusives depuis des années. Il imaginait toujours le pire. Je vais perdre mon travail. Ma copine va me quitter. Mes amis me jugent. Etc. Il a essayé la méditation, les podcasts, les livres. Rien ne changeait vraiment. Un jour, un coach lui explique un exercice stoïcien. Écrire la pensée, puis la classer en « fait » ou « interprétation ». La première semaine, il écrit « Mon patron m'ignore, il veut me virer ». En réalité, fait, il était occupé. Opinion, il veut me virer. À force de répéter l'exercice, Julien découvre que 95% de ses peurs étaient imaginaires. Aujourd'hui, il dit souvent: le stoïcisme n'a pas supprimé mes pensées. Il m'a appris à ne plus y obéir. Et c'est ça, la vraie liberté mentale. 8. Comment les stoïciens entraînaient leur esprit face au chaos. Les stoïciens pratiquaient 1. La discipline de la perception. Voir la réalité, pas l'imagination. 2. La discipline de l'action. Se concentrer sur ce qui dépend d'eux. 3. La discipline de la volonté. Accepter ce qu'ils ne contrôlent pas. Ces trois disciplines sont comme un bouclier mental. Elles transforment les pensées destructrices en pensées neutres. Elles réduisent l'ennemi intérieur jusqu'à ce qu'il devienne inoffensif. Nos pensées deviennent nos ennemis parce que notre cerveau cherche le danger. Notre société amplifie les comparaisons. Notre imagination crée des scénarios terrifiants. Nous confondons nos pensées et la réalité. Le stoïcisme nous montre une voie puissante. Devenir l'observateur de nos pensées au lieu d'être leur prisonnier. Chapitre 3. Les pièges invisibles. Comment nos pensées nous manipulent sans que nous nous en rendions compte. Dans ce chapitre, nous entrons au cœur du problème. Nos pensées ne sont pas seulement négatives, elles sont fourbes. Elles nous manipulent, nous hypnotisent, nous poussent à agir contre nous-mêmes. Les stoïciens appelaient cela les jugements erronés. Aujourd'hui, la psychologie les nomme biais cognitifs, illusion mentale, distorsion de pensée. Mais Sénèque, Marc Aurèle et Épictète les avaient déjà identifiés il y a 2000 ans. Ici, tu vas découvrir les mécanismes mentaux qui t'emprisonnent. Pourquoi nous répétons les mêmes erreurs? Les 7 pièges mentaux les plus destructeurs. Comment les stoïciens les neutralisaient? Des histoires réelles qui montrent comment ces pièges ruinent une vie ou la transforment. 1. Le plus grand piège. Croire que notre pensée est la vérité. C'est la racine de tout. Marc Aurèle écrivait: l'âme prend la couleur de ses pensées. Quand tu crois une pensée, tu deviens cette pensée. Elle dirige ton humeur, tes décisions, tes actions. Le mental dit: tout va mal, tu le crois. Personne ne t'aime, tu le crois. Tu vas échouer, tu le crois. Mais le stoïcisme te demande: prouve-le.
Ce simple geste casse l'illusion. La pensée perd du pouvoir. 2. Le piège de la généralisation. Tout devient une vérité absolue. Une seule personne te critique, ton mental dit « tout le monde te critique ». Une seule relation échoue, ton mental dit « tu ne seras jamais heureux ». Une seule erreur, ton mental dit « tu es un raté ». C'est l'un des pièges les plus toxiques. Sénèque l'expliquait ainsi. Aucun mal n'est grand s'il est le dernier. Il voulait dire, arrête de tirer des conclusions éternelles à partir d'événements temporaires. 3. Le piège de la lecture de pensée, croire savoir ce que les autres pensent. Tu vois quelqu'un ne pas te répondre. Et ton mental invente. Il m'ignore. Il m'en veut. Je l'ai déçu. La vérité, tu n'en sais rien. Mais ton cerveau préfère inventer une histoire plutôt qu'accepter l'incertitude. Les stoïciens appelaient cela l'imagination débridée. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas ce qui est, mais ce qu'ils imaginent être. » La plupart de nos souffrances viennent d'histoires que nous fabriquons. 4. Le piège du pire scénario, le mental catastrophiste. Un message non lu, il y a un problème. Une sensation dans le corps, je suis malade. Un retard au travail, on va me virer. Le catastrophisme est une superstition moderne. C'est croire que penser au pire nous protège, alors que ça nous détruit. Sénèque l'a dit clairement. L'homme se crée plus de peine par ce qu'il craint que par ce qu'il subit. 5. Le piège de la comparaison, la souffrance volontaire. C'est le piège le plus répandu aujourd'hui. Tu ne te compares pas à la réalité. Tu te compares à un montage, filtré, arrangé, optimisé. Ton mental te dit « les autres ont mieux, donc tu vaux moins ». C'est une illusion. Un mensonge mental. Marc Aurèle répondait « ce qui n'est bon ni pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Autrement dit, la comparaison détruit l'unité intérieure. 6. Le piège de l'étiquetage, se réduire à une seule pensée. Tu fais une erreur, ton mental dit « je suis stupide ». Tu rates un projet, ton mental dit « je suis incapable ». Ce piège enferme ton identité. Les stoïciens distinguaient ce que tu es face à ce que tu fais. Une action ratée ne fait pas de toi un échec. Une émotion forte ne fait pas de toi quelqu'un de faible. 7. Le piège de l'auto-attaque, when the mind become a bully. Les stoïciens appelaient cela la tyrannie intérieure. Aujourd'hui, on dirait autocritique excessive, discours intérieur violent, haine de soi. Le mental te parle comme un ennemi, pas comme un allié. Mais Marc Aurèle s'interrogeait. Pourquoi traiter les autres avec douceur et toi-même avec brutalité? Un esprit qui se maltraite ne peut pas trouver la paix. 8. Comment les stoïciens neutralisaient ces pièges? Ils utilisaient des techniques mentales puissantes. 1. La dichotomie du contrôle. Séparer ce qui dépend de toi, tes actions, et ce qui n'en dépend pas, les pensées, les jugements des autres. 2. Le dialogue intérieur rationnel. Épictète combattait chaque pensée par une question simple. Qui te l'a dit? 3. La visualisation négative, préméditatio malorum. Imaginer calmement les difficultés pour réduire leur pouvoir émotionnel. 4. Le retour au moment présent. Marc Aurèle répétait « Concentre-toi sur l'instant ». Le présent dissout les illusions. 9. Anecdote moderne. Comment Sarah, 32 ans, a brisé le piège de la lecture de pensée. Sarah vivait avec la peur constante d'être jugée. Chaque silence égal, quelqu'un lui en voulait. Chaque message court égal, on la détestait. Chaque regard égal, on la critiquait. Un jour,
Elle découvre cette phrase de Marc Aurèle. Si ce n'est pas vrai, ne le crois pas. Si ce n'est pas utile, ne le dis pas. Elle décide d'appliquer un exercice stoïcien. Quand une pensée surgit, elle note 3 choses. Le fait réel, l'histoire inventée, l'émotion associée. Elle découvre que 90% de ses peurs étaient imaginaires. Et surtout, ce n'étaient pas les autres qui la jugeaient, c'était elle-même. 3 mois plus tard, sa vie sociale s'est transformée. Elle dit « Ce n'est pas que j'ai plus confiance en moi, c'est que j'ai arrêté de croire mes mensonges. » 10. Une vérité essentielle. Le mental n'est pas mauvais, il est mal entraîné. Nos pensées nous manipulent parce que elles sont rapides, elles sont automatiques, elles sont chargées d'émotions, elles cherchent à nous protéger, elles fonctionnent avec des schémas anciens. Le stoïcisme ne dit pas qu'il faut supprimer ses pensées. Il dit il faut apprendre à les voir, les comprendre, les questionner. C'est comme dompter un cheval sauvage. Tu ne le combats pas, tu le diriges. Nous avons vu les pièges mentaux les plus destructeurs. Généralisation, catastrophisme, comparaison, auto-attaque. Ils ne sont pas des ennemis extérieurs. Ils viennent de notre propre pensée. La liberté mentale commence lorsque tu peux dire « Ceci est une pensée. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas la réalité. » Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment transformer ces pensées en force. Comment faire de cet ennemi intérieur un allié. Chapitre 4. Transformer l'ennemi intérieur. Comment discipliner ses pensées selon les stoïciens. Jusqu'ici, nous avons étudié la nature de nos mauvaises pensées, leur origine, leurs pièges, leur pouvoir sur nous. Mais ce chapitre marque un tournant. C'est ici que commence la transformation. Le stoïcisme n'est pas une philosophie qui se contente d'observer les problèmes. C'est une école d'action, de discipline, de maîtrise intérieure. Les stoïciens avaient un objectif clair. Ne pas être esclave de ses pensées, mais souverain. Dans ce chapitre, nous allons apprendre comment les stoïciens entraînaient leur esprit. Pourquoi la discipline mentale est plus importante que la motivation. Les 5 outils stoïciens pour dompter les mauvaises pensées. Des exercices concrets appliqués à la vie moderne. Comment des personnes réelles ont transformé leur mental grâce à ces principes. Comment devenir maître de soi dans un monde qui pousse au chaos mental. 1. La discipline mentale, la clé du stoïcisme. Le monde moderne nous pousse à croire qu'être heureux est facile. Pense positif. Sois toi-même. Laisse aller. Mais les stoïciens savaient une vérité que nous avons oubliée. La liberté est impossible sans discipline. Notre esprit est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il devient faible. Si tu le laisses agir librement, il devient chaotique. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il ne se maîtrise pas ». Autrement dit, tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu peux contrôler ton esprit. Et c'est cela, la vraie puissance. 2. Pourquoi la motivation échoue et la discipline réussit. La motivation est une émotion. Elle apparaît, puis disparaît. Elle dépend du sommeil, du stress, du contexte, des circonstances. Tu ne peux pas compter dessus pour construire une vie stable. Les stoïciens privilégiaient la discipline. Des actions régulières, indépendantes de l'humeur. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » Tu ne deviens pas maître de tes pensées en un jour. Tu le deviens par entraînement. 3. Les 5 armes stoïciennes contre l'ennemi intérieur. Voici les outils que les stoïciens utilisaient quotidiennement. 1. La dichotomie du contrôle, séparer l'influence du fantasme. Exercice stoïcien.
À chaque pensée négative, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Ou est-ce en dehors de mon contrôle? Si ça ne dépend pas de toi, laisse tomber la bataille mentale. Si ça dépend de toi, fais une action simple, concrète. Cela élimine 70% des anxiétés. Marc Aurèle répétait, « Si tu peux agir, fais-le. Si tu ne peux pas, accepte-le. » 2. La discipline de l'interprétation, nommer les choses correctement. Les stoïciens faisaient un truc brillant. Ils enlevaient les émotions du langage. Par exemple, au lieu de dire « tout va mal », ils disaient « il y a un obstacle ». Au lieu de « je suis nul », ils disaient « j'ai échoué aujourd'hui ». En changeant les mots, ils changeaient la perception. En changeant la perception, ils changeaient la pensée. 3. La mise en perspective, réduire la taille du problème. Technique. Imagine-toi dans 10 ans. Ton problème actuel aura-t-il encore un impact? Sénèque affirmait. Ce qui te trouble ne durera pas. La mise en perspective brise le catastrophisme. 4. Le journal stoïcien, écrire pour dominer son esprit. Chaque soir, Marc Aurèle écrivait. Pas pour faire de la littérature. Pour se parler à lui-même. Il notait ses peurs, ses réactions, ses erreurs, ses pensées toxiques. Pourquoi? Parce que l'écriture désactive la charge émotionnelle. Une pensée écrite perd son pouvoir. 5. L'action immédiate, la réponse stoïcienne au chaos mental. Les stoïciens savaient que la pensée excessive mène à la paralysie. Épictète disait « Vouloir tout comprendre avant d'agir est le propre de ceux qui n'agissent jamais. » L'action simple, même imparfaite, calme le mental. Exemple moderne. Faire une tâche de 2 minutes. Ranger un espace. Boire un verre d'eau. Sortir marcher. Aviancer un projet de 1%. L'esprit doute. Le corps agit. L'action calme les pensées. 4. Comment appliquer ces outils dans le monde moderne? Voici des scénarios actuels avec leur application stoïcienne. Scénario 1. L'anxiété avant un message important. Pensée toxique. S'il me répond froidement, ça veut dire qu'il m'apprécie pas. Technique stoïcienne. Séparer le fait de l'interprétation. Tu n'as aucun contrôle sur la réponse de l'autre. Tu peux seulement répondre avec calme et clarté. Scénario 2. La comparaison sur Instagram. Pensée toxique. Tout le monde réussit sauf moi. Technique stoïcienne. Mise en perspective. Ce que tu vois n'est pas la vie réelle. Tu n'as pas accès aux doutes, aux échecs et aux faiblesses des autres. Comme disait Marc Aurèle, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Scénario 3. Le doute avant un projet. Pensée toxique. Je ne suis pas prêt. Technique stoïcienne. Action immédiate. Fais une micro-action, écrire une phrase, faire un appel, avancer de 1%. Le mouvement crée la confiance. 5. Histoire réelle. Comment Yacine a transformé son esprit en 30 jours. Yacine, 24 ans, étudiant en commerce, vivait dans son mental. Chaque jour, comparaison, anxiété, autocritique. Il se détestait intérieurement. Un ami lui parle du stoïcisme et lui donne 3 exercices. Écrire ses pensées négatives tous les soirs. Faire une seule action concrète dès qu'un doute apparaît. Noter chaque matin. Ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Les premiers jours, chaos. Le mental résistait. Il se sentait submergé. Semaine 2. Il commence à reconnaître les pensées toxiques. À ne plus les croire automatiquement. Semaine 3. L'action immédiate devient un réflexe. Moins de paralysie mentale. Semaine 4.
Il ressent pour la première fois ce que Marc Aurèle appelait le calme dans la tempête. Aujourd'hui, il dit « Mon ennemi intérieur n'a pas disparu. Mais maintenant, il ne commande plus. » 6. Le but ultime des stoïciens, devenir maître du royaume intérieur. Le stoïcisme ne cherche pas à créer un esprit sans pensée. C'est impossible. Il cherche à créer un esprit fort, lucide, calme, discipliné. Les stoïciens disaient « Que ton esprit soit ton royaume ». Un royaume où tes pensées ne dictent pas ta vie. Tes émotions ne t'emportent plus. Ton calme ne dépend plus des circonstances. Tu choisis ce que tu crois. Tu choisis ce que tu deviens. C'est cela, la vraie liberté. Nous avons vu comment transformer l'ennemi intérieur grâce aux outils stoïciens. Le contrôle, l'interprétation, la perspective, l'écriture, l'action. Ces techniques ne sont pas magiques. Elles demandent de la répétition. Mais appliquées quotidiennement, elles transforment la manière dont tu penses, réagis, ressens, décides. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment créer des pensées puissantes qui ne sabotent pas ta vie, mais la construisent. Chapitre 5. Construire un mental solide. Remplacer les mauvaises pensées par des pensées puissantes. Les chapitres précédents t'ont montré la nature de l'ennemi intérieur, ses pièges, sa logique, sa brutalité. Mais il y a une vérité essentielle que les stoïciens répétaient sans cesse. Tu ne peux pas supprimer un vice sans le remplacer par une vertu. Épictète. Tu ne peux pas juste éliminer une mauvaise pensée. Le vide qu'elle laisse sera immédiatement rempli, soit par une pensée automatique et négative, soit par une pensée volontaire et constructive. C'est le moment de construire ces nouvelles pensées, celles qui servent, qui renforcent, qui libèrent. Dans ce chapitre, tu vas apprendre pourquoi la pensée positive ne fonctionne pas, la différence entre pensée stoïcienne et pensée naïve, les 7 types de pensées puissantes selon les stoïciens, comment reprogrammer son esprit au quotidien, des exercices simples mais radicaux, des exemples modernes de transformation mentale spectaculaire. 1. La pensée positive ne fonctionne pas, et les stoïciens l'avaient déjà compris. Le monde moderne adore les slogans. Pense positif. Tu peux tout réussir. Rien n'est impossible. Les stoïciens détestaient ce genre d'illusion. Pourquoi ? Parce qu'elles créent un écart entre la réalité et le discours intérieur. Et cet écart rend les choses encore pires. Exemple. Mauvaise pensée. Je suis nul. Pensée positive naïve. Je suis incroyable. Ton cerveau n'y croit pas, rejette, frustration, échec. Les stoïciens utilisaient une autre approche. La pensée correcte, pas la pensée positive. Marc Aurèle disait « Ne te mens jamais, même pour te conforter. » Une pensée puissante n'est pas une illusion. C'est une pensée vraie, stable, constructive, réalisable. 2. La pensée stoïcienne, réaliste, lucide, pratique. La pensée stoïcienne repose sur 3 piliers. La réalité, voir les choses telles qu'elles sont. La rationalité, séparer le jugement de l'émotion. L'action, associer chaque pensée à un mouvement. Sénèque résumait cela ainsi. La vie heureuse est celle qui est en accord avec elle-même. Une pensée puissante ne contredit pas la réalité. Elle te donne la force de l'affronter. 3. Les 7 types de pensées puissantes selon les stoïciens. Les stoïciens transformaient leurs pensées selon 7 catégories. Voici les 7 pensées qui créent un mental solide. 1. La pensée de contrôle. Je maîtrise ce qui dépend de moi. Exemple stoïcien. Je ne peux pas contrôler les événements, mais je peux contrôler ma réponse. Exemple.
Je ne peux pas contrôler ce que cette personne pense, mais je peux contrôler ma réaction. Cette pensée coupe 80% des inquiétudes inutiles. 2. La pensée de vérité. Je regarde la situation sans exagération. Le mental dramatise. La pensée stoïcienne clarifie. Exemple. Ce n'est pas un désastre, c'est un défi. Marc Aurèle écrivait : si tu enlèves ce qui est imagination, tu vois les choses pour ce qu'elles sont. 3. La pensée de force. J'ai déjà survécu à pire. Les stoïciens avaient une mémoire sélective. Ils se souvenaient de leurs victoires, pas de leurs blessures. Exemple. J'ai déjà réussi à traverser des périodes difficiles. Je réussirai encore. 4. La pensée d'indifférence. Ce qui ne dépend pas de moi ne peut pas me blesser. C'est l'une des plus puissantes. Marc Aurèle disait : tu souffres parce que tu mélanges les choses. Exemple. Ce commentaire négatif ne dépend pas de moi. Donc il ne peut pas me définir. 5. La pensée d'action. Je fais ce que je peux, maintenant. Les stoïciens détestaient la passivité. Une pensée doit mener à un geste. Exemple. Au lieu de ruminer, je fais une petite action qui améliore ma situation. 6. La pensée de gratitude. J'ai déjà assez pour être en paix. Sénèque disait : celui qui n'est pas content de peu ne sera jamais content de rien. La gratitude n'est pas naïve. C'est une arme contre la comparaison et la frustration. 7. La pensée de mortalité. La vie est courte, pourquoi gaspiller mon esprit ? La pensée de la mort, memento mori, libère du stress inutile. Exemple. D'ici 100 ans, plus rien de tout cela n'aura d'importance. Alors pourquoi perdre du temps à m'autodétruire ? 4. Reprogrammer son esprit. Comment installer ses pensées durablement ? Une pensée puissante n'a d'effet que si elle devient automatique. Pour cela, les stoïciens utilisaient 3 techniques. Technique 1. La répétition consciente, autosuggestion stoïcienne. Réponse stoïcienne à chaque pensée toxique. Remplacée immédiatement par une pensée correcte. Exemple. Mauvaise pensée, je ne suis pas capable. Pensée stoïcienne, je suis capable d'une petite action maintenant. Technique 2. Le conditionnement par l'action. Les stoïciens disaient : tu deviens ce que tu fais. Chaque action est un message envoyé à ton esprit. Si tu agis malgré la peur, ton esprit devient courageux. Si tu agis malgré le doute, ton esprit devient confiant. Technique 3. La visualisation stoïcienne. Pas une visualisation fantaisiste. Une visualisation réaliste. Exemple. Te voir en train de gérer calmement une situation stressante. Te voir en train d'agir avec paix. Te voir en train de répondre intelligemment. 5. Exemple de transformation mentale. Lucas, 19 ans, de la pensée catastrophiste à la pensée d'action. Lucas faisait des crises d'angoisse quotidiennes. Il imaginait toujours le pire. Il apprend la pensée stoïcienne. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je peux agir maintenant. Il commence à faire une action simple dès qu'une peur surgit. Envoyer un message, nettoyer un bureau, finir une petite tâche. 3 semaines plus tard, ses crises diminuent. Son cerveau comprend. La peur n'est plus un signal d'arrêt, mais un signal d'action. Anaïs, 30 ans, libérée de la comparaison. Anaïs se comparait constamment. Corps, carrière, vie sociale, tout. Elle découvre cette phrase de Marc Aurèle. L'opinion des autres n'est rien pour toi. Elle remplace chaque pensée toxique par « Je construis ma propre route ». En 2 mois, elle retrouve confiance en elle. Elle cesse de vivre par les yeux des autres. Khaled, 40 ans, reconstruire l'estime après l'échec.
Après avoir perdu son entreprise, Khaled se disait « Je suis un raté ». Grâce au stoïcisme, il remplace cette pensée par « J'ai appris. Je deviens plus sage. Je vais reconstruire ». Aujourd'hui, il dit « Je ne suis pas tombé. J'ai été réorienté ». 6. La naissance d'un nouveau mental. Lorsque tu remplaces la peur par la lucidité, l'incertitude par l'action, la comparaison par la gratitude, le doute par l'effort, la fiction mentale par la réalité, quelque chose se transforme profondément. Tu deviens souverain de toi-même. Marc Aurèle appelait cela l'invincible citadelle intérieure. Un esprit stable, un esprit calme, un esprit qui ne s'autodétruit plus. Ce chapitre t'a montré comment créer un mental fort. En rejetant la pensée positive naïve. En adoptant la pensée stoïcienne, réaliste et puissante. En utilisant 7 types de pensée constructive. En reprogrammant l'esprit par action et répétition. En observant des transformations réelles. Le chapitre suivant va encore plus loin. Il t'apprendra comment rester maître de ton esprit même dans les pires moments. Chapitre 6. Rester maître de son esprit dans les pires moments. Le test ultime. Jusqu'ici, tu as appris comment identifier l'ennemi intérieur, comment le démasquer, comment le neutraliser, et comment le remplacer par un mental plus stable et plus puissant. Mais il reste une question essentielle. Que se passe-t-il quand tout s'effondre? Quand le monde extérieur devient réellement difficile? Quand les mauvaises pensées reviennent plus fortes que jamais? Parce qu'elles reviennent toujours. Les stoïciens le savaient très bien. Marc Aurèle écrivait « Tu ne peux empêcher les vagues, mais tu peux apprendre à devenir la roche ». Ce chapitre est consacré au test ultime. Comment rester maître de ton esprit quand la vie te frappe? Car c'est dans les moments sombres que l'ennemi intérieur est le plus dangereux. Quand tu es fatigué, quand tu as peur, quand tu es blessé, quand tu te sens seul, quand tu as échoué, quand tu doutais déjà. C'est là qu'il essaie de regagner le contrôle. C'est là que ton entraînement mental doit devenir une arme. 1. Pourquoi les crises révèlent ton vrai mental? Dans les périodes faciles, tout le monde paraît fort. Tu peux réciter des phrases stoïciennes, rester calme, parler de sagesse. Mais dès que les choses deviennent sérieuses, ta vraie force intérieure apparaît. Ou tes illusions disparaissent. Sénèque l'expliquait ainsi. Personne ne connaît sa force avant l'épreuve. Les stoïciens considéraient chaque difficulté comme un test réel. Pas pour souffrir, pas pour se punir, mais pour mesurer leur liberté intérieure. Parce que si tu perds ton esprit dans les moments difficiles, tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de tes pensées automatiques. Le but n'est pas de ne jamais tomber. Le but est de revenir au centre plus vite que la tempête ne t'emporte. 2. Comprendre la réaction stoïque face aux moments critiques. Face au stress, à la peur, au choc, les humains réagissent instinctivement de 3 façons. La fuite, je veux disparaître. L'attaque, je me mets en colère. La paralysie, je ne fais rien. La réaction stoïque, elle, repose sur les 3 R. Respirer, réduire la tempête intérieure. Recentrer, identifier ce qui dépend encore de toi. Répondre, action volontaire, même minime. C'est un protocole simple, mais extraordinairement puissant. 3. L'exercice stoïcien numéro 1, la pause sacrée. Dans les pires moments, la plupart des gens réagissent trop vite. Ils paniquent. Ils interprètent mal. Ils imaginent le pire. Ils disent ou font des choses qu'ils regretteront. Les stoïciens avaient une arme secrète. La pause sacrée. Marc Aurèle l'utilisait chaque fois qu'il sentait la colère ou la peur monter. La méthode. Respire 4 secondes.
Garde 2 secondes. Expire 6 secondes. Dis intérieurement. Ce n'est qu'une impression, pas une réalité. Attends 10 secondes avant d'agir. Cette pause change tout. Une pause. Et la réaction émotionnelle perd la moitié de sa force. Une pause. Et le cerveau rationnel revient. Une pause. Et tu redeviens toi-même. Ce n'est pas magique. C'est physiologique. L'ennemi dans ta tête a besoin de vitesse. Tu le neutralises en ralentissant. 4. L'exercice stoïcien numéro 2, le cercle du contrôle. Quand tout semble s'écrouler, la question stoïcienne la plus puissante est: dans cette situation, qu'est-ce qui dépend encore de moi? Pas ce que tu aurais voulu contrôler. Pas ce qui devrait dépendre de toi. Ce qui dépend réellement de toi. Dans une crise, le cercle du contrôle se réduit. Il devient minuscule, parfois microscopique. Mais tant qu'il existe, tu as du pouvoir. Exemple, tu ne contrôles pas l'événement. Tu contrôles ta réponse. Tu ne contrôles pas la durée du problème. Tu contrôles un petit geste maintenant. Tu ne contrôles pas les mots des autres. Tu contrôles ton ton de voix. Tu ne contrôles pas ton passé. Tu contrôles ton prochain mouvement. Les stoïciens disaient: même si tout est retiré, il te reste la maîtrise de ton jugement. 5. L'exercice stoïcien numéro 3, l'ancrage dans le présent. Les mauvaises pensées utilisent une stratégie redoutable. Elles te projettent dans le futur, ou te renvoient dans le passé. Elles t'empêchent de rester dans le seul moment où tu as du pouvoir. Maintenant, pour revenir au présent, un exercice. Nommer 3 choses que tu peux entendre. Nommer 3 choses que tu peux voir. Nommer 3 sensations corporelles. C'est un retour immédiat dans la réalité. Et la réalité est presque toujours moins effrayante que ton imagination. 6. L'exemple stoïcien moderne, l'histoire de Naël. Naël, 26 ans, a perdu son emploi brutalement. Choc total. Crainte de l'avenir. Pensée toxique. Je suis un échec. Je ne vais jamais m'en sortir. Tout le monde avance sauf moi. Il découvre le stoïcisme. Il lit une phrase de Marc Aurèle. Si ce n'est pas une catastrophe pour la nature, ce n'est pas une catastrophe pour toi. Naël commence à appliquer la pause sacrée, le cercle du contrôle. Un geste par jour, même minuscule. Résultat, ses angoisses diminuent. Sa clarté mentale augmente. Il retrouve un emploi mieux que le précédent. Il dira plus tard: je n'ai pas vaincu le problème. J'ai vaincu ma réaction au problème. Et ça, c'est du stoïcisme pur. 7. Accepter la douleur pour ne pas souffrir. Les stoïciens faisaient une distinction essentielle. La douleur est réelle. La souffrance est mentale. Tu peux perdre quelqu'un, échouer, être trahi, tomber malade. La douleur est naturelle. Mais la souffrance, c'est imaginer le pire, se blâmer, se répéter des scénarios, se laisser envahir par les pensées toxiques. Épictète disait: ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur ces choses. Accepter la douleur égale lucidité. Se libérer de la souffrance égale maîtrise de l'esprit. 8. Devenir inébranlable, le sommet du stoïcisme. Tu sais que tu progresses quand une mauvaise nouvelle ne te détruit plus. Un obstacle ne devient plus une crise personnelle. Tu ressens la peur, mais tu ne la laisses pas décider. Tu reviens au calme plus vite. Tu n'ajoutes plus de fiction à la réalité. Ta paix intérieure devient ton centre, pas le monde extérieur. C'est ce que Marc Aurèle appelait la citadelle intérieure, que rien ne peut ébranler. Être stoïque ne veut pas dire être insensible. Cela signifie être stable malgré les coups du monde.
Dans les pires moments, le stoïcisme ne te demande pas d'être invincible. Il te demande d'être maître de toi-même, même au milieu du chaos. Grâce à la pause sacrée, le cercle du contrôle, l'ancrage dans le présent, la lucidité sur ce qui dépend de toi, la distinction douleur, souffrance. Tu peux rester souverain de ton esprit. Ce chapitre est la porte vers le dernier. Comment transformer définitivement ton mental pour qu'il devienne ton allié le plus puissant? Chapitre 7. La liberté intérieure. Se libérer définitivement de l'ennemi dans la tête. Depuis le début de ce voyage, tu as appris à reconnaître l'ennemi dans la tête, à le démasquer, à comprendre son langage, à le contrer, à le transformer, à rester maître de toi-même dans les moments les plus sombres. Ce dernier chapitre répond à la question la plus importante. Comment être réellement libre? Libre des mauvaises pensées, libre du jugement des autres, libre des illusions, libre de la peur, libre de toi-même. Les stoïciens répétaient sans cesse une vérité radicale. Seul celui qui se maîtrise est libre. Épictète. Cette phrase contient tout. La liberté intérieure n'est pas un état naturel. C'est une construction, un entraînement, une discipline. Et surtout, une façon de vivre. Dans ce chapitre, tu vas découvrir comment vivre en paix avec ton esprit, comment atteindre un niveau de liberté où l'ennemi intérieur ne disparaît pas, mais ne peut plus te dominer. 1. Comprendre ce qu'est vraiment la liberté intérieure. La plupart des gens pensent que la liberté est extérieure. Avoir du temps, de l'argent, moins de responsabilités, moins de problèmes, moins de contraintes. Mais les stoïciens disent « L'homme n'est pas libre quand tout va bien. L'homme est libre quand même le chaos ne peut pas le briser. » La liberté extérieure dépend de 1000 choses. La liberté intérieure dépend d'une seule. La qualité de ton esprit. Aucune tyrannie n'est plus grande que celle de tes propres pensées. 2. La dernière illusion, croire que l'ennemi disparaîtra un jour. Beaucoup espèrent ceci. Quand je serai plus fort mentalement, plus sage, plus mature, l'ennemi dans ma tête disparaîtra. C'est faux. Les stoïciens eux-mêmes, même Marc Aurèle empereur, même Épictète le maître de la discipline intérieure, sentaient encore des pensées toxiques. Marc Aurèle l'écrit clairement. Les pensées reviennent toujours. Mais tu deviens meilleur à les accueillir et à les laisser partir. C'est ça, la vraie maîtrise. Tu n'élimines pas l'ennemi. Tu le domptes. Tu le neutralises. Tu le transformes. Tu deviens plus grand que lui. 3. La liberté commence quand tu arrêtes de croire à toutes tes pensées. Tu crois toutes les notifications sur ton téléphone? Non. Tu filtres. Tu choisis. Eh bien, ton esprit fonctionne pareil. Une pensée n'est pas un ordre. Une pensée n'est pas une vérité. Une pensée n'est même pas toi. C'est juste une impulsion, une suggestion, un nuage qui passe. Épictète disait « Ce n'est pas parce qu'une pensée te visite qu'elle mérite ton assentiment. » Le jour où tu comprends cela, l'ennemi perd 50% de sa puissance. 4. Le discernement ultime, 3 questions qui libèrent. Les stoïciens posaient 3 questions avant d'accepter une pensée. 1. Est-ce vrai? La plupart des pensées négatives ne résistent pas à cette première question. 2. Est-ce utile? Même si c'est vrai, est-ce que ça me sert d'y penser maintenant? 3. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, rejette immédiatement. Ces 3 questions sont un filtre mental plus puissant que n'importe quelle thérapie moderne. 5. Vivre en accord avec ses valeurs, le vrai chemin vers la liberté. La liberté intérieure n'est pas seulement l'absence de mauvaises pensées. C'est la présence de ce qui te guide vraiment. Les stoïciens vivaient selon 4 valeurs cardinales. La sagesse. Voir la réalité telle qu'elle est.
Le courage. Faire ce qui doit être fait, même quand c'est difficile. La justice. Respecter les autres, respecter soi-même. La tempérance. Ne pas se laisser gouverner par l'excès, l'émotion ou l'ego. Quand tu vis selon tes valeurs, ton esprit devient simple, clair, aligné. Les mauvaises pensées ont moins de terrain fertile. C'est comme une maison bien rangée. Le chaos trouve peu de place pour s'installer. 6. L'exercice final, devenir l'observateur calme. Dans les traditions stoïciennes, il existe un exercice profond. Se voir comme l'observateur de ses propres pensées. Pas la victime, pas l'auteur, l'observateur. Comme si tu regardais les pensées passer sur un écran. Tu ne t'identifies plus à elles. Tu les vois. Tu les comprends. Tu les laisses aller. Marc Aurèle pratiquait cela chaque soir. Il écrivait « Observe ton esprit sans jugement, comme un médecin observe un patient. Le jour où tu arrives à faire ça, tu atteins le niveau le plus élevé du stoïcisme. Tu deviens libre, non pas parce que les pensées disparaissent, mais parce qu'elles ne t'enchaînent plus. » 7. Sarah, 34 ans, le jour où sa liberté intérieure est née. Sarah a vécu dans l'anxiété pendant des années. Toujours à anticiper le pire, toujours à se sentir jugée, toujours à imaginer des scénarios catastrophiques. Puis, un jour, elle découvre cette phrase stoïcienne. « Tu as un pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Elle réalise que son problème n'était pas sa vie, mais sa façon de la penser. Elle commence à pratiquer les 3 questions de discernement, l'observation calme, la hiérarchie du contrôle, la discipline matinale stoïcienne, la gratitude rationnelle. 6 mois plus tard, elle dit « Ma vie n'a pas miraculeusement changé. C'est mon esprit qui s'est libéré. Donc tout a changé. » C'est exactement ce que les stoïciens visaient. 8. La liberté intérieure, le sommet de la citadelle. Quand tu deviens maître de ton esprit, tu ne te compares plus. Tu n'as plus peur du regard des autres. Tu acceptes le passé. Tu ne redoutes plus l'avenir. Tu réagis avec calme. Tu ne te mens plus. Tu choisis tes pensées. Tu diriges ta vie. Alors quelque chose se produit. Quelque chose de rare. Tu deviens libre. Libre de te concentrer sur l'essentiel. Libre de créer. Libre d'aimer. Libre d'agir. Libre d'être toi. C'est ce que Marc Aurèle appelait l'homme qui est en paix avec lui-même et qui marche en accord avec le monde. C'est la forme la plus pure de puissance. Tu n'élimineras jamais totalement l'ennemi dans la tête. Mais tu peux faire quelque chose de bien plus grand. Devenir plus fort que lui. Quand tu vois une pensée, que tu la comprends, que tu la filtres, que tu la remplaces, que tu restes calme, que tu agis selon tes valeurs. Alors tu deviens maître de ton royaume intérieur. Et personne ne peut t'en priver. Aucun événement, aucune personne, aucune crise, aucune peur. C'est ça, la liberté intérieure. Celle que personne ne peut enlever. Celle qui fait de toi un être inébranlable. Celle qui transforme ta vie de manière irréversible. Conclusion. La victoire sur l'ennemi intérieur. Tu as commencé ce voyage avec une question simple. Pourquoi avons-nous tant de mauvaises pensées? Pourquoi notre esprit invente-t-il des dangers? Pourquoi nous parle-t-il si mal? Pourquoi devient-il parfois notre pire ennemi? Chapitre après chapitre, tu as découvert que l'ennemi intérieur n'est pas un monstre, c'est une construction mentale. Nos pensées automatiques viennent de la peur, de l'habitude, du conditionnement. Le monde moderne amplifie cet ennemi par la comparaison, le stress, la distraction. Nos pires pensées ne sont pas des vérités, mais des illusions.
La solution ne consiste pas à les éliminer, mais à les transformer. Et surtout, tu peux reprendre le contrôle. Le stoïcisme t'a montré quelque chose que très peu de philosophies expliquent aussi clairement. Tu n'as pas besoin que la vie soit parfaite pour être en paix. Tu n'as pas besoin que les autres changent pour être libre. Tu n'as pas besoin d'un monde calme pour être calme. Le combat n'est pas extérieur. Il est dans ton esprit. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que ça signifie que la victoire dépend de toi. Le vrai pouvoir, la maîtrise de son esprit. Marc Aurèle écrivait « La véritable liberté, c'est de se posséder soi-même. » Ce que tu as appris ici te donne ce pouvoir. Tu sais maintenant reconnaître les pièges de l'imagination, les illusions du jugement, les réflexes émotionnels, les pensées automatiques, les fictions mentales, les sabotages invisibles, et tu sais les remplacer par la lucidité, la force, l'action, la gratitude, la discipline, la réalité, la paix intérieure. Tu deviens alors ce que les stoïciens appelaient un homme libre, une femme libre. Libre non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes ta relation au monde. Le vrai ennemi n'est pas la pensée, mais l'identification. Tu ne peux pas empêcher les pensées de naître. Personne ne peut. Même les sages ne le pouvaient pas. Mais tu peux empêcher ces pensées de t'écraser, de prendre le contrôle, de mener ta vie, de te définir. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe, celui qui choisit, celui qui décide, celui qui agit. Et cette simple vérité transforme tout. Le mental devient un outil, plus une prison. L'ennemi intérieur n'est pas fait pour être détruit. Il est fait pour être apprivoisé. C'est un cheval sauvage, puissant, nerveux, imprévisible. Si tu le laisses te diriger, tu tombes. Mais si tu l'apprends, si tu le montes, si tu le maîtrises, il devient ta plus grande force. Ton mental peut être ton bourreau ou ton meilleur allié. C'est ta discipline, ton regard, ton entraînement qui font la différence. La liberté intérieure est une construction quotidienne. Tu as vu dans ces pages que les stoïciens ne cherchaient pas la perfection, mais la progression. Pas le contrôle absolu, mais l'intention constante. Pas un esprit sans peur, mais un esprit capable de revenir au calme. Chaque jour est un entraînement. Une pensée remplacée, une réaction maîtrisée, une émotion observée, une action volontaire, une parole retenue, un jugement corrigé, une gratitude exprimée. Chaque petit effort construit ta liberté. Le stoïcisme n'est pas une philosophie ancienne, c'est une arme moderne. Dans un monde saturé de notifications, opinions, attentes sociales, comparaisons incessantes, distractions, pressions invisibles, incertitudes, vitesse, chaos émotionnel. Le stoïcisme n'a jamais été aussi nécessaire. Il n'est pas dépassé. Il est urgent. Il t'aide à rester centré, réduire le bruit mental, agir calmement, penser clairement, choisir ce qui compte, vivre sans peur, être toi-même. C'est un antidote au monde moderne. La paix intérieure, ta victoire finale. La liberté intérieure n'est pas un but lointain. Ce n'est pas une promesse pour demain. C'est un chemin, un travail, un état accessible. À chaque instant, ici, maintenant. Elle commence par une pensée. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas obligé d'y croire. Elle continue par un choix. Je choisis la réalité, pas l'illusion. Elle se renforce par une action. Je fais ce qui dépend de moi. Et elle s'accomplit par une paix profonde. Je suis maître de moi-même.
alors l'ennemi intérieur ne disparaît pas. Mais il s'agenouille. Il n'est plus le roi. C'est toi qui prends sa place. Le dernier message stoïcien, tu es libre. Et voici la vérité finale, simple, limpide, puissante. Tu avais déjà tout ce qu'il fallait. Il ne te manquait que la conscience de ton propre pouvoir. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas prisonnier. Tu es libre dès que tu décides de l'être. Dès que tu reprends le contrôle de ton esprit. Dès que tu choisis la clarté plutôt que le chaos. La discipline plutôt que la réaction. La paix plutôt que la peur. C'est maintenant ton tour. Ton chemin. Ton esprit. Ta liberté. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.